Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Thibaut, bonsoir Bernard. Comment allez-vous? Bonsoir. Parfaitement. Bonsoir. C'est- J'espère que tout le monde va bien. On arrive proche du déconfinement, enfin. Et ça sera l'occasion pour vous d'aller vous faire opérer enfin du genou. Depuis 2 mois que vous attendez de vous faire opérer du genou. C'est le moment. On a la bonne personne. En tout cas, si vous êtes dans le sud-ouest, c'est là où il faut aller. C'est dans la clinique de Thibaut. Merci Thibaut de nous recevoir dans ta clinique ce soir. Tu vas nous expliquer pas mal de choses. Juste avant qu'on détaille ce webinaire, quelques éléments techniques comme d'habitude, d'être plutôt sur Google Chrome et d'être en connexion filaire. Bernard va nous expliquer qui est notre interlocuteur ce soir et comment va se dérouler ce webinaire. Et évidemment, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions. Bernard, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Donc, ce soir, il est parti, on va... il s'est vexé. Thibaut va nous parler en fait des vraies nouveautés en chirurgie du ligament croisé. Alors, qui est Thibaut? C'est un jeune chirurgien, mais qui a déjà beaucoup d'expérience, qui est installé effectivement à la polyclinique de Bordeaux Nord-Aquitaine, et il est spécialisé dans le genou. Tout ce qui est genou du sportif, prothétique, et en particulier des ligaments croisés des ménisques, avec toujours un principe de préservation sur les ménisques. Il travaille bien sûr suivant les dernières recommandations de l'HAS, et il écrit un certain nombre d'articles scientifiques. Donc, merci d'être présent ce soir, Thibaut. Donc, tu vas nous parler, en fait, tu vas nous présenter le genou, d'abord son anatomie, rapidement, bien sûr, les nouvelles données au niveau du ligament croisé, et après avoir exposé la chirurgie, bien sûr, tu nous parleras de toutes les implications kiné qui nous intéressent pour nous qui sommes présents ce soir. Donc, je vais te laisser la parole, Thibaut. Ton micro. Faut mettre le micro. Ah ben, on t'entend pas. Ça marchait tout à l'heure. Est-ce que tu peux rafraîchir ta page? Rafraîchis ta page. C'est le gag. Malgré tous les tests qu'on peut faire. Là, c'est le premier. Là, vous m'entendez? Voilà, c'est bon. Pourtant, c'est le lancement du direct, il n'a pas été... voilà, ok. Oui, merci beaucoup. Oui, l'idée, ça va être de vous présenter les nouveautés en chirurgie du ligament croisé pour ensuite arriver à l'impact que ça peut avoir dans votre pratique quotidienne de kiné. L'idée, c'est de faire quelque chose qui soit le plus didactique possible, qui vous permette d'avoir un discours qui soit le plus clair et le plus basé sur la littérature pour vos patients, et puis ensuite de voir ce que ça peut entraîner dans votre pratique quotidienne. Donc la présentation, elle dure entre 20 et 30 minutes pour surtout laisser du temps à l'échange, parce que moi, ma conception, la conception de la prise en charge, elle est que multidisciplinaire, et ce qui va m'intéresser, c'est les questions que vous allez pouvoir me poser, et puis moi aussi, des questions que je pourrais avoir pour vous. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Et donc, je vais vous parler des nouveautés dans la chirurgie du ligament croisé. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette présentation. Et tout ce qui va vous être présenté, c'est que des choses qui sont validées par la littérature. Il faut absolument que dans votre pratique quotidienne, vous puissiez confronter vos croyances, vos certitudes à la littérature. Et à quelle littérature? La littérature scientifique de qualité. Vous devez avoir, et nous en médecine, on a ça maintenant à l'internat, une lecture critique de l'article. Il faut faire attention à toutes les nouvelles technologies qui vous sont présentées comme révolutionnaires, toutes les machines qui sont exceptionnelles pour la proprioception ou autres. Il faut toujours avoir un regard critique là-dessus, et c'est la littérature qui nous apporte des réponses. Et surtout, c'est tout con, mais la littérature, elle nous permet de parler le même langage. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a quelque chose de validé par la science qu'on peut échanger ensuite. Oui, Thibaut, juste une petite réserve en cette période. Je suis toujours un petit peu suspicieux sur les publications maintenant, parce que rien, ne serait-ce que sur le Covid, on a à peu près 70 000 publications qui sont parues, et toutes sont contradictoires les unes par rapport aux autres. Donc, si tu veux, les publications, à certains moments, on peut se poser des questions dessus. C'est pour ça, Fred, que je te dis une littérature scientifique de qualité. La science, quand on écrit un article, on se fait retoquer par les revues de qualité parce que c'est mal écrit, parce que la méthodologie n'est pas bonne, parce qu'il n'y a pas de groupe contrôle. Tu parles du Covid et par exemple de l'hydroxychloroquine. C'est ça, quand je parle de littérature scientifique de qualité, il faut que la méthodologie soit irréprochable.
Et donc, c'est ça que vous devez critiquer quand vous faites une lecture critique. Quel est l'auteur? Est-ce que c'est l'auteur, c'est le concepteur? Quel est le nombre de patients? Est-ce que le nombre de patients examinés a une puissance suffisante pour que je puisse l'appliquer dans ma pratique? Puisque le à propos d'un cas ne veut rien dire. Quel est le groupe contrôle? Est-ce que c'est prospectif ou rétrospectif? Est-ce que c'est contrôlé, randomisé? Il y a beaucoup de choses comme ça à voir et qui permettent de déterminer si l'article est scientifique et de qualité. Merci, cette précision. De rien. Donc, l'état des lieux sur la chirurgie du croisé, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une chirurgie qui est réputée simple. Pourquoi? Parce que c'est des patients qui sont jeunes. On les opère tous en ambulatoire. Ils ne passent 0 nuit à l'hôpital. Ça rajoute à ce caractère de simplicité. Et puis, mine de rien, on a des bons résultats cliniques. Je n'ai pas dit très bons. Alors, pourquoi encore un topo sur le ligament croisé? Parce que quand on analyse cette fameuse littérature scientifique de qualité, ça c'est l'OJSM, c'est une revue qui a un impact factor important, ça veut dire qui est validé scientifiquement, et on se rend compte que dans nos patients opérés du ligament croisé, il n'y en a que 25% qui sont classés IKDC-A. Ça veut dire 25% de nos patients qui vont très bien. Et si on affine un peu les résultats, on se rend compte que les reprises de sport à même niveau après chirurgie du croisé, c'est que 2/3 des patients. Donc ça reste dans l'histoire du genou, voire même dans l'histoire de la carrière d'un patient, ça reste un traumatisme important qu'une rupture du croisé. Et ça se comprend très bien parce que quand on regarde Zlatan se blesser, on imagine bien. Je l'avais pas vu celle-là. Il n'y a pas que son ligament qui va prendre un coup. C'est pas juste un bout de ligament. Et il faut absolument considérer la rupture du croisé comme une entorse grave. Oh, tu m'as traumatisé là. Désolé, j'aurais dû prévenir. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment une entorse grave du genou et c'est un traumatisme global. On ne pense pas que ligament croisé au milieu, mais on se dit que Zlatan, il a sûrement eu des atteintes périphériques associées, que ça a entraîné peut-être des lésions du cartilage, peut-être des lésions des ménisques, voire même une composante psychologique. C'est pas quelqu'un qui est très sensible au stress, mais probablement que chez certains sportifs, ça peut casser dans le genou et casser un peu là-haut. Donc, il faut savoir, tout tester avant de décider de réparer, sinon on risque la récidive. Et j'aime bien cette iconographie de considérer que le ligament cassé, même si vous avez fait le test de Lachman, que vous avez vu la rupture, l'IRM confirme ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses en dessous, les ménisques, le cartilage, les ligaments latéraux. Ça me permet de faire aussi une parenthèse sur le fait que la rupture partielle n'existe pas. Vous avez ici une iconographie qui vient de inforadiologie.org, qui est destinée aux radiologues pour expliquer la rupture partielle ou la rupture totale. Quand on regarde l'imagerie tout à droite, il y a écrit rupture partielle. Non, ce n'est pas parce qu'il y a une fibre en hyposignal qui a l'air d'être encore présente que le ligament croisé va tenir. La rupture partielle n'existe pas parce qu'on va le voir après, il n'y a qu'un seul faisceau au niveau du ligament croisé antérieur. D'accord, c'est l'anatomie qui va parler. Exactement, c'est l'anatomie qui parle. Oui, il peut y avoir un résidu de ligament croisé qu'il faudra absolument préserver pour justement incorporer la greffe dans ce résidu. Mais le faisceau, le ligament croisé est rompu. Ça peut être une rupture complète avec toutes les fibres dilacérées ou alors une rupture avec perte de la longueur et déformation qui soit plastique. Et donc, pas de rupture partielle. Et est-ce que ça peut cicatriser? La réponse est oui. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle est la qualité du tissu ligamentaire restant? Vous allez pouvoir voir à l'imagerie une cicatrisation qui parfois est sur le ligament croisé postérieur, qui peut être à distance de l'insertion fémorale native. Mais ce qui sera important, ce n'est pas tellement la cicatrisation à l'IRM, c'est surtout l'évaluation fonctionnelle. Quelle est la plainte de mon patient? L'instabilité. Ça, c'est le symptôme. Et ensuite, à l'examen clinique, quelle est la laxité? Vous pouvez avoir des très belles IRM comme ça qui vous parlent de cicatrisation, avec pourtant un Lachman, un tiroir qui est très augmenté. Donc, le plan qu'on va essayer de voir ensemble, ça va être de se dire, si on n'a qu'un quart de nos patients qui vont très bien, il y a peut-être des axes à améliorer. Quels axes? Peut-être essayer d'être le plus anatomique possible dans notre construction. Et on va se poser la question de quelle anatomie. De considérer que si ça a cassé au centre du genou le ligament croisé, il s'est peut-être passé aussi quelque chose en antérolatéral, le fameux nouveau ligament dont vous avez sûrement entendu parler. Et puis surtout, gérer de façon différente et encore plus conservatrice les ménisques, qui sont les garants
du devenir articulaire de notre genou et qui, en plus de préserver l'arthrose, participe à la stabilité de notre genou, on va le voir. Alors, les axes d'amélioration, c'est permis par ces évaluations de nos techniques. On l'a dit, Fred, on évalue nos techniques, que ce soit dans le congrès de la SFA, que ce soit sur des publications qui sont validées PubMed. On a maintenant des registres aussi qui nous permettent de comparer un peu nos techniques. Ce qui est important, c'est de ne pas que regarder juste dans son activité en disant regardez comme c'est beau, tous mes patients vont bien. Non, il faut prendre du recul et pouvoir comparer ses résultats aux autres. Et puis l'arthroscopie, ça a permis de miniaturiser le diagnostic et donc la thérapeutique. Et on a fait beaucoup de progrès par l'arthroscopie, parce que l'arthroscopie a permis de se balader un petit peu dans le genou, de découvrir des lésions qu'ensuite, on a pu rechercher à l'imagerie. L'arthroscopie a d'abord été là, elle a permis de faire le bilan, et ensuite on a analysé à l'imagerie, puis ensuite à la clinique. Donc il faut savoir être exigeant. Moi, je suis exigeant avec mes kinés, soyez exigeants avec vos correspondants, puisque ça reste une science complexe. Alors, le premier chapitre sur l'anatomie. On ne pourra pas faire là de quiz, mais si je demandais à l'ensemble du panel, je suis persuadé que vous auriez tous une vision de l'anatomie du ligament croisé antérieur à 2 faisceaux. Parce que depuis maintenant Galien, ensuite avec les frères Weber, etc., il y a de nombreuses publications qui sont parues et qui ont décrit 2 faisceaux au niveau du ligament croisé antérieur. Un faisceau qu'on dit antéromédial et un faisceau postérolatéral. Ces 2 faisceaux, ils sont distincts en anatomie, vous le voyez sur la photo à ce niveau-là, et aussi dans leur comportement biomécanique. Ils ont un comportement différent en extension et en flexion, avec un faisceau antéromédial qui est le faisceau qui va rester tendu entre ces 2 mouvements d'extension et de flexion. C'est le faisceau qu'on dit isométrique, qui conserve sa longueur. Les insertions osseuses, elles sont ovalaires, d'après la littérature depuis des années. Au tibia, avec cette forme, vous voyez, plus large en antéro-postérieur qu'en médio-latéral, et au fémur, avec une image d'ellipse dans le prolongement de la corticale postérieure. Et donc, biomécaniquement, je le disais, ça entraîne un faisceau antéromédial qui est tendu en extension et en flexion, isométrique, et un faisceau postérolatéral qui, lui, est tendu en extension et détendu en flexion. Et on a tous cette conception-là d'une anatomie à 2 faisceaux du ligament croisé antérieur. Et bien, depuis une étude qui date maintenant de 2012, qui a été faite par un chirurgien polonais qui s'appelle le docteur Śmiszewski, il a pris plus de 110 genoux cadavériques qu'il a disséqués avec des loupes microchirurgicales en retirant que la synoviale. Et il avait un protocole de dissection qui était très strict et il a mis en évidence une anatomie à un seul faisceau. Vous voyez ces photos qui sont magnifiques, où on voit le faisceau, le ligament croisé antérieur, qui est un seul faisceau, qui est plat et étendu tel un ruban. Sa théorie, c'est la théorie du ruban. C'est-à-dire que ce monofaisceau plat, entre 2 insertions différentes, va se torsader et donner cet aspect ruban. Et il l'a publié, donc vous avez à chaque fois les références en dessous, il l'a publié ici dans le KCSTA, qui est une revue de qualité dans la chirurgie du genou, et ici dans le JBJS, qui est aussi une revue avec un impact factor assez important. Et j'ai pu aussi en 2014 faire un travail de thèse avec l'équipe de Versailles, où on a confirmé cette anatomie à un seul faisceau, en disséquant 60 genoux, et on avait introduit la notion d'une torsion du ligament croisé. Vous imaginez un faisceau plat entre 2 insertions différentes, et bien ça donne un aspect torsadé, avec une torsion qui était de près de 85 degrés. Donc vous imaginez cet aspect torsadé, quand on regarde le genou de face à 90 degrés de flexion, ça peut donner cette fausse impression de 2 faisceaux. Et il n'y a qu'un seul faisceau anatomiquement individualisable. Vous voyez encore sur ces photos-là, où on avait mesuré en fait la torsion en mobilisant le condyle fémoral à ce niveau-là pour pouvoir obtenir un faisceau plat. Et cette étude, nous l'avons publiée dans Arthroscopie. Et le docteur Śmiszewski avait, en plus du corps du ligament croisé antérieur qui était plat, décrit des insertions osseuses bien différentes de ce qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas ovalaires, mais rectilignes. Vous voyez, ici, très fin. Je ne sais pas si on voit ma flèche, Fred. Oui, oui. Parfait. Donc, bien fin à ce niveau-là, dans l'axe de la corticale postérieure. Ce n'est pas du tout un rond. Le rond, il nous arrangeait bien, puisque c'est comme ça qu'on fait nos tunnels osseux. Maintenant, en fait, l'anatomie, elle est différente. C'est un trait comme ça
une insertion osseuse directe avec un aspect longiligne ou rectiligne dans l'axe de la corticale postérieure au fémur, et puis ici un peu en forme de C au niveau du tibia. Donc ça nous permet de nous dire, si on veut anatomiquement, reconstruire le plus anatomiquement possible, quel transplant utiliser? Alors à cette question-là, le débat il est entier. Est-ce qu'il faut utiliser un tendon rotulien, la technique du Kenneth-Jones? Est-ce qu'il faut utiliser des ischio-jambiers? Est-ce qu'il faut utiliser un tendon quadricipital? C'est une technique qui revient bien à la mode et qui marche bien. À cette question-là, vous pouvez dire à vos patients qu'il n'y a pas de différence entre les greffes. On peut affiner un peu cette donnée-là avec de la littérature, mais c'est pour dire que l'important dans la technique, c'est le choix d'une greffe, d'accord, mais le bon positionnement de cette greffe, avec un bon protocole d'analgésie, avec une bonne rééducation, la greffe étant un des maillons de la chaîne. Et toute la chirurgie ne dépendra pas que de la greffe, mais aussi du positionnement, etc. Moi, j'utilise dans 80% des cas les ischio-jambiers, donc j'essaye de la rendre plate pour être entre guillemets anatomique. Ça permet de rendre ma greffe homogène, mais il n'y a pas d'intérêt biomécanique sur le ligament croisé. Pareil, si j'essaye de la comprimer, ça n'aura pas de modification sur les résultats cliniques. Thibaut, excuse-moi, juste sur le greffon, est-ce que ça a quel que soit l'endroit de la greffe, est-ce que ça a un impact sur le muscle qui a été touché, l'ischio-jambier ou quadriceps, je vais y arriver. Oui, bien sûr. Alors, l'idée, en fait, c'est que la greffe pour reconstruire le ligament croisé antérieur, c'est un débat éternel. Pour l'instant, il n'est pas clos. Ce qui est important, c'est surtout de savoir la greffe, l'endroit où on la prend, il faut être le moins délétère possible. Alors, c'est vrai, sur les ischio-jambiers, on peut entraîner des pertes de force en flexion, mais qui sont des pertes de force plus biomécaniques que cliniques. Sur le tendon rotulien ou le quadriceps, on peut avoir des difficultés sur les sports à impulsion, des choses comme ça. Donc, on essaye de limiter la morbidité du site de prélèvement. Mais chaque greffe a ses avantages et ses défauts, que ce soit dans la reconstruction avec la simplicité de prélèvement ou alors dans la morbidité du site de prélèvement. Est-ce que parfois tu fais des allogreffes ou des autogreffes différentes? Alors, dans les allogreffes, c'est très tentant de pouvoir utiliser une allogreffe et de se dire, mine de rien, je ne prélève pas à mon patient, ça fait moins de douleur, moins de séquelles, notamment musculaires, comme le disait Fred. Malheureusement, on voit plus de re-rupture quand on utilise une allogreffe. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup de la technique de préservation ou de stérilisation de la greffe, mais il y a plus de re-rupture quand on utilise une allogreffe. Et l'allogreffe, elle va être utilisée surtout quand il y a des reconstructions multiligamentaires à réaliser. Les patients qui se sont luxés le genou, qui vont avoir les 2 ligaments croisés plus un ligament collatéral, et dans ces cas-là, on peut utiliser une allogreffe parce qu'à la fin, on sera un peu short en termes de greffe à prendre sur le genou. Mais pour la reconstruction du ligament croisé antérieur isolé, pour l'instant, ce n'est pas une technique qui est validée en France. C'est utilisé ailleurs, mais pas en France. D'accord, merci. Donc voilà, donc sur l'anatomie, quelles implications ça peut avoir dans votre boulot de tous les jours? C'est que même si moi je le mets dans mes comptes rendus opératoires, reconstruction anatomique du ligament croisé, au final, non, j'arrive pas à être parfaitement anatomique. Je ne reproduis pas des insertions osseuses qui sont rectilignes. Je ne reproduis pas un corps du ligament croisé antérieur qui est parfaitement plat en ruban. Donc dire que ma plastie est anatomique, c'est pour l'instant un peu exagéré. Il n'y a pas de différence entre les greffes. Pas la peine d'orienter votre patient vers telle ou telle greffe. Il faut surtout l'orienter vers quelqu'un qui pose correctement et au bon endroit la greffe. Pas d'intérêt à la reconstruction à 2 faisceaux. Pareil, il y a des chirurgiens aux États-Unis qui continuent à faire des reconstructions à 2 faisceaux. À partir du moment où on considère qu'il n'y a qu'un seul faisceau au niveau du genou, pourquoi en reconstruire 2? Et puis, on l'avait dit tout à l'heure en début de topo, il peut y avoir, pas une rupture partielle parce que ça n'existe pas, mais en tout cas des résidus de ligaments croisés antérieurs. Tous ces résidus, il faut les conserver. Vous voyez, ça, c'est une iconographie du docteur Henri Cotet qui opère à Lyon, qui fait beaucoup pour la chirurgie du ligament croisé. Tout ça, c'est son ancien ligament croisé à l'intérieur de laquelle va passer la greffe. Et dans ce résidu, vous avez des mécanorécepteurs, des récepteurs de la proprioception aussi, qui vont permettre d'incorporer la greffe et d'avoir
un travail proprioceptif facilité pour vous en kiné. C'est mieux aussi au niveau vascularisation de garder un petit peu de l'ancien, c'est ça? Exactement, Bernard, exactement. C'est là où, notamment au niveau tibial, c'est là où la vascularisation est la plus importante. Et c'est ça qui va permettre la synovialisation de la greffe, l'incorporation de la greffe. Donc, je ne sais pas si sur l'anatomie à un faisceau, c'était clair pour tout le monde, s'il y avait des questions à ce niveau-là ou pas du tout. Pour l'instant, on n'a pas de questions, mais c'est parfait. Non, pas de souci. Donc voilà, c'est important cette notion de un faisceau parce que ça règle beaucoup de choses, notamment sur la rupture partielle. C'est quand même assez nouveau. Et ça, les travaux de Robert Chmielewski, qui maintenant travaille sur le ménisque en anatomie, permettent de vraiment faire de grands progrès. Donc, on peut reconstruire parfaitement et le plus anatomiquement possible un ligament croisé antérieur, mais on se rend compte aussi qu'il ne se passe pas tout à l'intérieur du genou. Il y a des structures périphériques qui sont atteintes et nos patients, même si on va bien régler l'instabilité sagittale, le fameux Lachman, eh bien, on va avoir un défaut dans la stabilité rotatoire. On n'arrive pas à contrôler en intra-articulaire une instabilité dont l'origine est extra-articulaire. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant des nouvelles études qui sont sorties sur le fameux ligament antérolatéral, le nouveau ligament qui a beaucoup de noms. On l'appelle ligament antérolatéral, ligament capsulaire latéral, plastie antérolatéral, voire ténodèse latérale. Et pourquoi? Parce que je l'ai dit, il y a cette composante rotatoire dont peuvent se plaindre les patients et qui explique une part de nos résultats qu'on peut considérer comme moyens. Donc cet intérêt, il est biomécanique, c'est parce qu'il faut se porter en périphérie pour gérer la stabilité rotatoire. Si je sectionne le ligament croisé antérieur et que je le répare ensuite, je n'arriverai pas seul avec la plastie intra-articulaire à gérer l'instabilité rotatoire. C'est le principe du volant, il faut se porter en périphérie pour gérer ce qui se passe aussi parfois. La biomécanique, c'est que cette capsule, cet élément capsulaire antérolatéral ou ligament antérolatéral, il va contrôler la rotation interne du tibia. Et c'est ce qu'on appelle le jerk test. Je pense que vous le faites aussi dans votre pratique quotidienne. C'est imprimer un mouvement de rotation à votre genou et de voir l'articulation latérale entre le tibia latéral et le fémur latéral se subluxer et se réduire. Mais c'est parce qu'il y a une lésion au niveau de cet élément antérolatéral. Et quand on reconstruit cet élément antérolatéral, on va contrôler la rotation interne du tibia, protéger la plastie intra-articulaire, diminuer les taux de re-rupture du ligament croisé antérieur et favoriser la cicatrisation du ménisque. C'est un peu ceinture et bretelle. On va rajouter à la stabilité du genou et diminuer donc le taux de re-rupture et la cicatrisation des ménisques. C'est encore ça des études du docteur Cédric Côté et de l'équipe de Santi à Lyon. Et tout ça, ça découle d'une publication dans le journal Alpha Anatomy, d'une publication de l'équipe belge du docteur Claes, qui avait mis en évidence ce fameux nouveau ligament antérolatéral. Ça avait fait le buzz, parce que c'était même passé aux 20h, il y avait des articles dans le Figaro Santé. Sur Internet, on voyait pas mal de publications. Ça, tu vois, Fred, ça, c'est pas de la publication de qualité. Hein. Ça, c'est critiquable. Et c'est pas référencé PubMed. Donc, ça avait fait le buzz, ce nouveau ligament. Et en fait, il n'avait pas grand-chose de nouveau. C'est-à-dire que c'est très chauvin, et moi je suis un chauvin de toute manière, mais ça reste une histoire française. Là, c'est l'histoire belge hein, qui se font un peu mousser avec la Duvel, qui est une très bonne bière. Mais c'est surtout une histoire ancienne avec une atteinte antérolatérale qu'on pouvait déjà voir sur les radiographies. Et vous voyez ici cette petite chips, cette avulsion sur la radio, et cette fracture-là qu'on appelle la fracture de Second. Paul Second, c'est un chirurgien de la fin du 19e siècle qui avait mis en évidence cette atteinte antérolatérale comme étant pathognomonique d'une rupture du ligament croisé antérieur. Il avait mis en évidence que cette atteinte extra-articulaire antérolatérale signait une atteinte intra-articulaire du ligament croisé antérieur. Et ça explique aussi le principe de la ténodèse latérale de Marcel Lemaire. C'est-à-dire qu'il fallait se porter en périphérie pour gérer l'instabilité rotatoire. Donc c'est une histoire française. Et maintenant, on a encore, vous voyez, une étude du groupe
de senti. On a anatomiquement démembré ce ligament antérolatéral, ou en tout cas ce plan capsulaire antérolatéral, et on a pu le rechercher à l'imagerie et le mettre en évidence, comme vous voyez ici, avec ici où il est présent, et à ce niveau-là où il y a une rupture. Je peux revenir juste sur une... Fred, tu voulais dire? Non, justement, il y a des questions. Voilà. Plutôt que ça passe, vas-y Bernard, je t'en prie. Je voulais poser la question, en fait, Marc, qui demande si, quand tu as donc disséqué au niveau du LCA, tu avais 100% de monofaisceau, ou est-ce qu'il y avait un sous-groupe avec plusieurs faisceaux? 100% de monofaisceau. Ah oui. Oui, c'est pour dire que c'est... alors, on l'a fait avec un protocole équivalent à Smijeski, très rigoureux, avec des loupes microchirurgicales. On n'enlevait que la synoviale. On voyait parfois, dans près de 20% des cas, on voyait un petit interstice à la partie supérieure du croisé. Et si on prolongeait cet interstice, on pouvait séparer le ligament en deux faisceaux. Et c'est ça qu'on appelle l'artifice de dissection. C'est probablement qu'avant, quand on ne le faisait pas avec les loupes microchirurgicales, eh bien, on avait tendance à étendre cet interstice et à séparer le ligament en deux faisceaux. Et non, l'étude de Smijeski et la nôtre, c'était 100% des ligaments qui étaient un seul faisceau, qui étaient composés d'un seul faisceau. Les autres questions, peut-être, il y a Claude qui te demande dans quel cas tu utilises telle ou telle technique. Qu'est-ce qui va motiver ta décision? Pour la greffe? Ouais. Alors, pour la greffe, c'est aussi une question d'école. Il faut savoir faire toutes les greffes quand on fait de la chirurgie du ligament croisé antérieur. Mais classiquement, moi, je vais utiliser préférentiellement les ischio-jambiers. Et secondairement, pour les re-ruptures, pour les patients qui ont des traumatismes anciens. Ça veut dire que si c'est ancien, probablement que le résidu de ligament croisé antérieur n'est pas de très bonne qualité. Et donc, la synovialisation ne va pas être bonne. Donc, on préférera une greffe avec un ancrage os-os, avec des baguettes osseuses, type le KJ. Ou alors, pour des patients qui, en plus de la rupture du croisé, ont une atteinte du plan médial, pour lesquels on se dit, on ne va peut-être pas aller toucher le plan médial parce que les ischio-jambiers restent un stabilisateur médial. Dans ce cas-là, on utilise le tendon rotulien. Après, par exemple, la greffe du tendon quadricipital, il y a le docteur Cognot à Lyon qui l'utilise beaucoup. Il y a Cavaignac à Toulouse, Mathieu Olivier à Marseille. C'est une greffe qui se développe pas mal en ce moment. Est-ce qu'il est possible que à chaud, tu prennes ton greffon sur les ischio-jambiers et tu constates qu'il est de mauvaise qualité? Alors, non, il est jamais de mauvaise qualité. Ce qui peut être plus difficile, c'est que si on opère tôt, par exemple, avec en plus une atteinte du ligament collatéral médial, qui est juste sous les ischio-jambiers, on peut avoir eu un traumatisme à ce niveau-là, de l'œdème et de la fibrose, donc le prélèvement peut être difficile. Mais il n'est jamais de mauvaise qualité. D'accord. Je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Là, si on opère tôt, est-ce que tu as des délais post-traumatiques par rapport à l'opération, ou c'est simplement des données cliniques, c'est-à-dire à partir du moment où tu as une baisse d'œdème ou que tu opères? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait édité il ne fallait pas opérer dans les 2 mois. Et puis après, on disait il ne fallait pas opérer s'il y a de l'œdème sur le fémur à l'IRM. Maintenant, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on peut opérer à partir du moment où les données cliniques sont celles-ci, genou sec, mobile, non douloureux. Vous avez des chirurgiens, notamment autrichiens, le docteur Fink, il opère les patients, il est chuté en ski à 14 heures, il a l'IRM à 16, il est opéré à 18. Donc, le timing n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est que le genou soit sec, mobile, non douloureux. Parce que si on traumatise par la chirurgie un genou qui est raide, eh bien, il y a des risques d'algodystrophie qui sont importants. Et après, dans l'autre extrême, jusqu'à quand on peut opérer, ça reste de la chirurgie fonctionnelle, donc c'est fonction du patient. Mais on sait que dans la littérature, au-delà d'1 an post-blessure, on majore le risque de lésions méniscales et de lésions cartilagineuses surajoutées. Donc, il faut plutôt conseiller à nos patients de se faire opérer dans l'année. On verra sur les tests aussi après, peut-être, qui nous... Voilà, donc sur le ligament antérolatéral, plein de techniques. Vous avez là, ici encore une schématisation du docteur Sandrine Cotet, l'utilisation de la greffe des ischio-jambiers qui reconstruit le ligament croisé antérieur et qui vient sortir en arrière de l'épicondyle latéral, là où il s'insère au fémur anatomiquement, et qui revient ici au niveau du tibia.
C'est pour ça que vous pouvez avoir des petites cicatrices latérales. Elles expliquent en fait la reconstruction du ligament antérolatéral. On ne reconstruit pas le ligament antérolatéral sans reconstruire le ligament croisé antérieur. C'est une chirurgie combinée, ceinture et bretelle. Donc, quelles sont les indications? Eh bien, en final, les indications, elles s'étendent de plus en plus parce que vous avez vu que ça diminuait le taux de rupture, ça permettait une meilleure cicatrisation des ménisques. Donc, les indications s'étendent de plus en plus, mais celles qui sont clairement admises, c'est les moins de 20 ans parce qu'ils sont plus à risque de rupture. C'est les sports pivots, voire pivot contact. Les ressauts explosifs, c'est-à-dire les jerk tests explosifs, l'instabilité rotatoire clinique explosive. Les grandes laxités. L'adjonction de lésions méniscales, puisque ça permet une meilleure cicatrisation des ménisques, et les chirurgies de reprise, voire le recurvatum, voire l'atteinte à l'IRM. Je peux revenir sur... Ouais. Oui, j'avais une question par rapport à ta première ligne, là où tu parles de pas moins de 20 ans. On voit dans certains sports, que je ne citerai pas, des enfants de 13 ans se faire opérer du ligament croisé. Alors, deux questions. Est-ce que on peut opérer à ce moment-là, c'est-à-dire où on est en pleine croissance avec des cartilages, ou est-ce qu'on peut opérer quand même, enfin, ou on peut pas opérer, ou est-ce qu'on peut opérer quand même, mais justement en privilégiant la conservation du cartilage, c'est-à-dire en ne passant pas sur les zones cartilagineuses qui sont en pleine croissance. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un enfant qui est encore en croissance en fonction de l'âge et son âge osseux, il ne faut absolument pas passer par les physes. Sinon, on risque d'entraîner des troubles de croissance. Et donc, la chirurgie du ligament croisé antérieur chez l'enfant, c'est les chirurgiens infantiles qui le font et qui sont spécialisés. À Lyon, il y a, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le professeur Chotel qui s'en occupe. À Toulouse aussi, à Nantes, j'ai un bon copain qui s'appelle le docteur Geffroy qui fait ça avec des techniques pédiatriques qui sont spéciales avec des fixations extraphysaires à distance de la physe, et c'est des techniques particulières. Et avec des critères, c'est-à-dire qu'on opère en dessous de 13 ans si on a une rupture. Ou est-ce qu'on peut faire du conservatoire, sachant, comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un an, quid de l'opération? On peut faire du conservatoire, et si j'ai des patients qui se plaignent de rien, etc., parfois il ne faut pas opérer tout le monde. Hein. Mais par contre, ces patients-là, les chirurgiens pédiatres, ils les suivent un peu plus régulièrement. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des lésions méniscales qui se surajoutent, etc. Et si jamais il y a des lésions méniscales qui apparaissent, là, il faudra quand même pousser à la chirurgie. Parce qu'on sait que pour le devenir du genou, c'est malheureusement à risque. Ok. Donc, ce fameux ligament antérolatéral, quelles implications ça peut avoir dans votre pratique kiné? En fait, ça ne modifie pas le protocole. Il n'y a pas de complications surajoutées à la réalisation d'une plastie antérolatérale. Vous allez voir ces cicatrices latérales qui peuvent parfois entraîner une petite raideur en flexion dans le post-opératoire immédiat, voire même des douleurs sur l'épicondyle. Et ça, c'est un cas personnel où, par exemple, la vis au niveau de l'épicondyle n'était pas assez enfoncée et frottée sur le fascia lata. Et dans l'absolu, quand la technique est maîtrisée, pareil, l'équipe de Sentier avait publié, il n'y avait pas de complications spécifiques à la réalisation d'une plastie combinée, ligament croisé antérieur plus plastie antérolatérale. Donc, je pense que dans votre pratique, vous devez en voir de plus en plus de ces plasties antérolatérales. Je ne sais pas s'il y a des questions, Bernard, Fred? Pour le moment, ça va. Non, après, je t'en poserai une ou deux, ou si je peux déjà t'en poser. Tout à l'heure, tu parlais tout au début de 25% de très bons résultats sur la chirurgie du genou et qui est commune un peu à toutes les équipes. Est-ce que vous avez des critères fixes pour tout le monde, identiques pour toutes les équipes, où chaque équipe module un peu ses critères? Oui, les critères, c'est des scores fonctionnels. Donc là, par exemple, je disais classé IKDC-A. IKDC, c'est un score fonctionnel. C'est-à-dire que c'est le patient qui remplit différentes questions, etc. Et à la fin, on peut le classer en A, B, C ou D. Et donc, c'est ce qui nous permet de comparer les séries. Parce que ce score-là, il est assez utilisé dans la littérature scientifique. Et on peut comparer les séries en disant, moi, j'ai tant de A, de B, de C, versus lui qui a tant de A, de B, de C. C'est quelque chose de factuel. Et ce qui nous permet, parce que tu as tout à fait raison, c'est ça qui nous permet de parler la même langue. Si on n'a pas des scores fonctionnels validés déjà scientifiquement,
et utilisé par toutes les équipes, il faut comparer ce qui est comparable. Ok. Voilà, et après, je ne suis pas trop rapide, c'est assez… Ah non, c'est bon, on est bon. On est bon. Non. Excellent, parfait. Nickel. Donc après, le troisième, c'est ces nouvelles lésions méniscales. Alors le ménisque, notamment depuis la conférence de l'HAS en 2008, et puis avec les travaux de l'équipe de Versailles et du professeur Beaufils, on sait maintenant que l'objectif numéro 1, c'est de préserver les ménisques. Ça me permet de faire une petite parenthèse en charentaise, là, mais les ménisques dégénératifs du sujet âgé, il ne faut pas les opérer. Il faut absolument préserver le ménisque, et l'une des meilleures façons de le préserver, c'est de ne pas y toucher. Donc attention à ces ménisques dégénératifs du sujet âgé, le patient de 60 ans que vous voyez arriver avec des douleurs de genoux, qui n'a pas de radio, qui a que l'IRM, et qui vous dit, regardez, le radiologue me dit que j'ai une lésion méniscale. Donc je passe la parenthèse, parce que là c'est autre chose, on va parler de lésion méniscale traumatique dans le contexte de rupture du croisé. Pourquoi ils sont importants ces ménisques? Parce que c'est eux qui prennent en charge les contraintes au niveau du genou. Il y a près de 1400 newtons qui sont pris en charge par le ménisque. Et si on retire le ménisque, on augmente de 235% les charges sur le genou. Donc c'est une catastrophe pour le devenir articulaire du genou, une catastrophe pour le cartilage. Et on le voit bien sur ce graphique, avec notamment la thèse du professeur Néré à ce niveau-là, qui a mis en évidence que l'association rupture du ligament croisé antérieur plus lésion méniscale médiale, c'était 100% d'arthrose à 10 ans. Il y a différents degrés d'arthrose, mais c'est pour vous dire que cette association rupture du croisé plus lésion du ménisque, elle est synergique sur le devenir articulaire du genou. Et donc, il faut absolument réparer la greffe. Parce que quand vous suturez le ménisque, réparer le ménisque et reconstruire le ligament croisé. Quand vous suturez le ménisque et que vous reconstruisez le ligament croisé, vous diminuez à 12% ce taux d'arthrose. Et donc, dans ces nouvelles lésions qu'on a pu démembrer grâce à l'arthroscopie, il y a deux lésions qui sont importantes. La lésion de la racine postérieure, le plus souvent du ménisque externe, et la lésion de la jonction capsulo-méniscale, le plus souvent du ménisque interne. Les deux se passent en postérieur. La racine, le plus souvent au niveau du ménisque externe. La jonction capsulo-méniscale, le plus souvent au niveau du ménisque interne. Je commence déjà par la racine méniscale externe. Si vous avez une avulsion à ce niveau-là, c'est ce qui va augmenter votre instabilité rotatoire. Si vous avez une lésion de la jonction au niveau du ménisque interne, c'est ce qui va augmenter votre instabilité sagittale. Voilà pourquoi ces nouvelles lésions, elles sont importantes pour prévenir de la dégradation vers l'arthrose, mais aussi pour stabiliser votre genou, en plus de la greffe du croisé. Les racines méniscales, c'est une avulsion osseuse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un arrachement de l'ancrage du ménisque dans l'os, et donc ça saigne beaucoup, puisque c'est l'os qui saigne. Et ce qu'il faut absolument, comme toute lésion méniscale, il faut le réparer avec un ancrage osseux à ce niveau-là. C'est quand même dans près de 10% des cas. C'est-à-dire que c'est assez fréquent et c'est souvent dans des accidents avec une composante rotatoire sur des patients qui font des sports pivot-contact. Et on dit que classiquement, vu que c'est un arrachement osseux, ça va saigner. Donc l'hémarthrose est importante et l'instabilité rotatoire, le jerk test est augmenté. À partir du moment où le ménisque n'est plus attaché en postérieur, il va être extru de l'articulation et donc le risque arthrogène est majeur. On augmente de 40% les pressions en fémorotibiale. Donc c'est en fait l'équivalent d'une ménisectomie fonctionnelle. Le ménisque est complètement extru, il ne tient plus et donc ça sort complètement du genou et le frottement est cartilage contre cartilage, puis os contre os, donc arthrose à moyen terme. Donc il faut réparer. Comment on le diagnostique? Avec l'interrogatoire, comme vous l'avez vu, l'hémarthrose, l'examen clinique avec le jerk test, et puis l'IRM. C'est pour ça qu'il ne faut pas que se concentrer sur le ligament croisé antérieur quand on a vu le croisé antérieur cassé à l'IRM. Il faut regarder aussi les structures adjacentes et les ménisques, et notamment le ménisque externe, et vous pouvez avoir une extrusion du ménisque. Le ménisque qui sort, vous voyez à ce niveau-là, qui sort de sa loge entre le fémur et le tibia. Ça, c'est un premier signe, quand on regarde l'IRM de face. Quand on le regarde de profil et qu'on arrive normalement au niveau ici de sa racine, eh ben on a un ménisque invisible, ghost sign. C'est-à-dire qu'il n'est plus là, il n'y a plus d'ancrage, il est sorti de sa loge
et on ne voit plus le tissu hypodense qu'on devrait voir. Et enfin, on peut avoir, plus difficile à regarder, mais des fissures radiaires sur ces coupes axiales. Donc il faut absolument réparer ces ménisques. C'est ça qui va augmenter la stabilité de votre genou, c'est ça qui va préserver le cartilage. Donc soyez attentifs à ces lésions de la racine méniscale, le plus souvent du ménisque latéral. Et donc là, je vous montre juste une petite vidéo. Vous allez pouvoir voir, là, c'est normalement, elle devrait être insérée à ce niveau-là. Vous voyez qu'elle est avulsée. Alors là, elle est un peu vieillie. C'est sur un ménisque médial, mais il faut absolument aviver pour arriver en zone saignante, avoir une insertion de qualité. Et on va faire un tunnel au niveau de l'os et passer des fils dans le ménisque qu'on va redescendre ensuite dans le tunnel pour rechausser le ménisque à l'intérieur de l'os. Je vous montre ce que ça donne à la fin. Hop. Vous voyez les fils qui sont passés dans le ménisque, on va les passer à travers le tunnel pour ensuite réinsérer le ménisque à l'intérieur. Et vous imaginez qu'en tirant comme ça, il va revenir dans l'articulation et jouer son rôle d'amortisseur entre le fémur et le tibia. Et puis les deuxièmes lésions qu'on a pu décrire avec cette miniaturisation des instruments, c'est les lésions capsuloméniscales. Encore une fois, là, l'équipe de Santi et les équipes du docteur Sandré-Côté ont beaucoup travaillé là-dessus. Et on a aussi une prévalence qui est assez importante, entre 10 et 16% des cas, avec une prévalence qui augmente plus le délai accident-chirurgie augmente. Plus il y a une micro-instabilité qui joue, plus cette lésion postérieure va se déclencher. Et cette lésion postérieure, en fait, elle était assez mal vue à l'IRM, puisqu'on avait ici un hyposignal, mais qui n'était pas forcément étiqueté comme pathologique. Et c'est en réalisant une voie d'abord postérieure que le docteur Sandré-Côté l'a mise en évidence. Il passait son scope au centre du genou, sa caméra, et il la mettait en arrière du genou, où il pouvait voir la jonction capsulo-méniscale postérieure et réaliser des voies d'abord postéromédiales. Voies d'abord postéromédiales qui permettent de réparer la lésion. On fait ici par transillumination une petite voie sur la partie interne du genou et on vient réparer la jonction entre la capsule et le ménisque. Ça permet de préserver le devenir articulaire en gardant la fonction du ménisque, mais ça augmente aussi la laxité antéro-postérieure, la laxité sagittale, comme je vous disais tout à l'heure. Je vous montre en fait, ici, on est dans le genou, on va tester le ménisque et on va voir en tractant avec le crochet qu'il va avoir, là pas tellement, mais normalement il peut avoir une instabilité avec un ménisque qui vient en avant. Et on passe la caméra au centre du genou et on arrive ici en postérieur. On va pouvoir mettre en évidence, ici vous avez la capsule, le ménisque, et là vous voyez la lésion, à ce niveau-là, la lésion qui est ici. Et donc une petite voie d'abord interne qui permet, en évitant la veine, de réaliser la suture par voie postérieure en utilisant un crochet. Vous voyez le crochet ici. Donc l'aspect technique chirurgical, ce n'est pas très intéressant, mais juste pour vous dire que c'est des sutures, c'est des réparations. On ne retire jamais les lésions qui sont mises en évidence, on les répare. Donc, quelles implications ça peut avoir pour vous? Eh bien, ça peut avoir une implication avec des petites cicatrices à ce niveau-là en dedans et parfois des blessures de la veine saphène. Ça, c'est un cas personnel, on n'a pas que des succès. Et ça peut entraîner des gros hématomes, vous voyez, parce qu'en fait, il y a une petite veine qui passe à ce niveau-là. Et quand on fait l'incision sous garrot, on ne voit pas forcément que ça saigne et ça peut se déclencher secondairement. Quand on suture des lésions, on peut aussi demander à ce que la flexion soit limitée à 90 degrés sur les premières semaines pour ne pas trop tirer sur la suture. Ça, c'est encore une notion qui est débattue. Et la plupart du temps, on limite la flexion à 90 degrés sur les 15 premiers jours. Souvent, le patient après chirurgie a du mal à plier au-delà de 90 dans les 15 premiers jours, donc ce n'est pas une vraie restriction. Et puis, la particularité pour les racines méniscales, c'est des patients à qui on ne va pas autoriser l'appui. Vous avez peut-être des patients chez qui l'appui est contre-indiqué. Ben, c'est souvent pour deux lésions méniscales. Les lésions méniscales de la racine, ce fameux ancrage à l'intérieur de l'os, et les lésions méniscales radiaires. Les lésions méniscales radiaires, c'est qu'en vue de haut, le ménisque ici en arc de cercle est cassé en deux. Et on fait des sutures bord à bord,
Et on imagine que si le condyle fémoral vient appuyer sur la suture, c'est à risque que la suture ne tienne pas. Donc ça, c'est les deux lésions, racines et lésions radiaires, pour lesquelles on contre-indique l'appui pendant 4 à 6 semaines. Voilà, donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que surtout, il faut considérer le traumatisme comme global. Un bout de ligament au milieu d'un genou peut-être, mais il n'y a pas que ça. Il y a des ménisques, du cartilage, des structures latérales, un impact psychologique au moment de l'accident. L'anatomie, elle est à un seul faisceau. Donc la rupture partielle, c'est selon moi un terme radiologique, plus que clinique ou anatomique. Le ligament antérolatéral, vous avez vu, l'indication est de plus en plus fréquente parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de complications spécifiques à cette chirurgie, rajouter la chirurgie du ligament croisé antérieur, et surtout que ça permet de diminuer le taux de rupture et améliorer la cicatrisation méniscale. Et sur ces nouvelles lésions méniscales, il faut être extrêmement, extrêmement exigeant. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore réussi à montrer que la chirurgie du ligament croisé antérieur pouvait prévenir de l'arthrose. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair et pas trop long. Non, c'est parfait. Alors, si tu veux bien arrêter le partage de l'écran, comme ça on t'a... Non, juste le partage. Ouais, pardon. Voilà, merci. Alors, pas mal de petites questions qui nous viennent. Déjà, la première de Jean-Yves qui parle de la viscosupplémentation. Est-ce qu'elle a un intérêt pour quand il y a une ménisectomie ou dans son ensemble? Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est assez pertinent. Alors, la viscosupplémentation, c'est pour un autre problème, c'est-à-dire un problème d'arthrose débutante. Oui. C'est-à-dire que si le patient a mal et se plaint d'arthrose, oui, on peut l'adresser à un rhumatologue ou médecin du sport et il traitera en charge médicalement cette arthrose et notamment par viscosupplémentation ou par infiltration anti-inflammatoire. Mais l'objectif, c'est que quand on les opère et qu'on répare les lésions méniscales, qu'on n'arrive pas à la viscosupplémentation. C'est clair. Alors, moi, la question que je me pose, c'est tu as quelqu'un qui... un patient, je te parle en tant que kiné, tu as un patient qui vient, qui est là pour le coup a fait une petite entorse au ski là pendant les vacances. Évidemment, c'est les 2 mois, il n'a pas pu être testé ou opéré. Quels seraient pour nous, mais ça c'est une façon plus générale, quels seraient pour nous les tests pertinents et judicieux pour dire, je pense que ce serait bien que tu ailles voir un orthopédiste pour qu'il te pose une indication. Est-ce qu'il y a besoin de l'imagerie, de tests cliniques? Quelle est la vision globale que tu peux avoir? Alors, la première attitude, et parfois on a tendance un peu à l'oublier, c'est d'interroger correctement son patient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura réussi, pas par un interrogatoire policier, on n'en est pas à ce stade, mais à comprendre le mécanisme lésionnel, et secondairement à comprendre la plainte fonctionnelle du malade, je me plains d'instabilité, de dérobement, de blocage, de douleur, on pourra orienter notre examen clinique. Si mon patient il s'est blessé au ski, comment vous êtes blessé? Je me suis blessé, je n'ai pas déchaussé, mon genou a tourné. Je lui dis ok. Est-ce que vous avez pu redescendre en barquette, redescendre sur vos skis ou vous êtes descendu en barquette? Ça te signe déjà un peu la gravité de l'accident. Et puis après, sur tes examens, tu vas faire l'examen ligamentaire avec le fameux Lachman à 30 degrés de flexion, imprimer un tiroir antérieur sur le tibia en gardant le fémur bien fixe pour essayer de retrouver un tiroir augmenté et un arrêt mou. Comment savoir si le tiroir est augmenté ou si l'arrêt est mou? En faisant un examen bilatéral et comparatif de l'autre côté. Et ensuite, voir s'il y a une instabilité rotatoire avec le jerk test. Et tu peux le redécrire, le jerk test? Oui. Le jerk test, c'est donc chercher la composante rotatoire à l'instabilité. Et ça va être du passage de la flexion à l'extension, donc c'est dynamique. Rechercher une subluxation du plateau tibial latéral sous le condyle latéral quand on imprime valgus, rotation médiale du segment jambier, flexion-extension. Ces 3 mouvements, valgus, donc main sur la tête du péroné, l'autre main sur la cheville en rotation médiale, et on passe de flexion à l'extension et on va ressentir le ressaut de la réduction de la subluxation du plateau tibial latéral sous le condyle latéral. Alors justement, il y a Marie-Claude qui dit merci Frédéric pour ta question. C'est ce qui m'est arrivé juste avant le confinement. Passé IRM samedi dernier, rupture partielle du ligament. Donc c'est le cas d'espèce, parfait. L'imagerie dit partielle, mais le chirurgien dira rupture.
Mais le chirurgien, il dira la rupture partielle n'existe pas à partir du moment où il n'y a qu'un seul faisceau. Par contre, on peut cicatriser, on peut ne pas se plaindre d'instabilité, on peut ne pas se faire opérer. Mon idée, c'est pas de dire ça n'existe pas, c'est des carabistous, il faut opérer tout le monde. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Ah non, j'ai bien entendu. Non. Tu vois, c'est vraiment dire que c'est un diagnostic radiologique, Oui, mais clair. qui n'a pas d'impact vrai chez le patient et en anatomie. Vas-y, Bernard. Oui, j'ai 2 questions de sport à te poser. Il y a Amir déjà qui nous pose une première question. Retour sur le terrain à 6 mois, c'est impensable, point d'interrogation. Et consensus à 9 mois, point d'interrogation. Qu'en penses-tu? Oui, alors le 9 mois, c'est pour la reprise des sports pivot-contact. Le 6 mois, ça peut être un retour sur le terrain, avec notamment quand c'est des footeux, on va leur demander de retrouver des sensations sur le terrain, de faire des changements de direction, de faire de la frappe, etc. Mais il n'y aura pas de contact. Il peut y avoir un peu de pivot, mais il n'y aura pas de contact. En sachant que ces 2 deadlines du 6 mois et du 9 mois, elles sont corrélées et elles doivent être validées par le médecin du sport et par un test isocinétique qui va dire l'équilibre musculaire entre les extenseurs et les fléchisseurs est optimal et permet un retour sur le terrain. Et excuse-moi Fred, ma deuxième question par rapport au sport, beaucoup se demandent si on peut échauffer le ligament croisé, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait des exercices pré-sport, pré-compétitifs, etc., qui permettraient on va dire, de diminuer le risque de rupture d'un ligament croisé. Alors, c'est pas échauffer le ligament croisé, mais oui, stimuler, voilà. En fait, il y a des protocoles de prévention, notamment le protocole FIFA 11, qui sont pas mal développés, notamment dans les pays scandinaves, et qui permettent, sur des exercices de pré-saison, de diminuer le risque de rupture du ligament croisé. Après une chirurgie, quelle qu'elle soit, enfin, on parle du LCA, quelles sont tes attentes vis-à-vis du kiné? Est-ce que tu demandes immédiatement une prise en charge? Est-ce que tu exiges, le mot est fort, mais peut-être approprié, est-ce que tu exiges que les 90 degrés soient atteints, je sais pas, au 3e jour, au 15e jour, à 6 semaines? Est-ce qu'il peut y avoir des rééducations trop brutales? Alors, la rééducation trop brutale, ça peut exister, mais c'est quand même très rare. C'est un peu facile de dire oh, votre kiné vous a maltraité. Non, ça c'est pas possible. En tout cas, c'est pas le kiné qui va déclencher une nouvelle rupture du croisé. Ça, le chirurgien qui dit ça, il est un peu de mauvaise foi. Ça, c'est important, hein, Thibaut, c'est important de le dire parce que c'est vrai que on aurait tendance à avoir un petit peu peur de dire on tire dessus, et quand il y a une re-rupture, est-ce que ça peut être de notre fait? Donc là, Jamais. D'accord, c'est important. Ça ne peut pas exister, on ne peut pas casser le ligament croisé ou la greffe en manipulant le kiné. Probablement que si elle recasse avec des manipulations douces, ça veut dire qu'elle n'était pas assez bien faite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on va exiger? Parce que je suis d'accord avec toi, le mot exiger est un peu fort et on travaille vraiment en multidisciplinaire. Donc moi, tous les kinés ont mon portable, etc. Et j'aime bien avoir un lien direct avec eux. Mais la seule chose qui est vraiment très importante sur le premier mois post-opératoire, c'est l'extension complète. Ça, on a avec le docteur Fayard qui travaille avec le docteur Sandré Cotet, on avait fait une conférence d'enseignement au congrès de l'année dernière sur le premier mois post-opératoire et sur l'importance de la lutte contre le flessum. Et en fait, ce qu'on veut, classiquement, c'est à 1 mois, une extension complète et minimum 90 degrés de flexion. La plupart du temps, la flexion est longue, mais le risque, c'est le flessum. Et ça, c'est 2 choses qu'il faut absolument faire. C'est le réveil du vaste médial. C'est le segment quadricipital qui marche dans les derniers degrés d'extension. Et le relâchement des ischio-jambiers. Et c'est la synergie des 2 qui permettra de lutter contre ce flessum. Et le flessum, il est extrêmement à traiter, puisque sinon, il est à risque secondairement de nouvelles chirurgies pour syndrome du cyclope, etc. Et est-ce qu'on doit être attentif ou passer outre l'épanchement? C'est-à-dire après l'opération, évidemment, il y a un gonflement, il y a un épanchement qui se réduit, et à chaque fois qu'on a une activité, qu'on force en rééducation, qu'on demande aux patients de
de s'activer un petit peu, il y a l'épanchement qui revient. Est-ce que c'est un signe bon, c'est un signe d'inflammation, ça c'est clair, mais est-ce que c'est un signe rédhibitoire ou c'est un signe, bon, bah, on l'assèche avec nos moyens comme on peut, l'argile ou je ne sais quoi, et on passe outre, nous, fonctionnellement kinés. Alors, assécher le genou, c'est hyper important, mais on se rend compte que mine de rien, l'épanchement articulaire, il persiste à 4 mois, 5 mois. Il y a toujours une petite lame d'épanchement. Pour l'instant, on ne sait pas très bien pourquoi. Il faut absolument le traiter parce que ça signe quand même la souffrance articulaire du genou. Mais mine de rien, s'il y en a encore à 3 mois, 4 mois, ça reste assez classique. Il ne faut pas non plus que ça soit une patate, hein, Ouais. mais ça reste assez classique. À quel moment on doit lui dire d'aller voir son chirurgien pour se faire ponctionner éventuellement? Alors, on ne ponctionne pas trop les genoux dans ces cas-là. S'il persiste au-delà de 6 mois, probablement qu'il se passe quelque chose un peu d'anormal au niveau du genou. Et c'est souvent à ce délai-là que le chirurgien le revoit. D'accord. Mais à 4 mois, c'est assez classique. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y a toujours une petite lame d'épanchement intra-articulaire. Ça c'est quand même une souffrance, hein, donc il faut y être vigilant. Mais malheureusement, c'est un peu… Du point de vue du chirurgien, c'est quoi la meilleure méthode pour l'assécher? Moi, la méthode, alors c'est pas forcément que pour l'épanchement intra-articulaire, mais la compression cryothérapie, c'est extraordinaire. Après, la meilleure méthode, c'est aussi vous, par le drainage manuel, etc. Moi, j'ai pas de technique spécifique, si ce n'est la compression et cryothérapie. Bon, je te conseille l'argile verte alors. Les applications d'argile verte, c'est fabuleux. Non, il y a Julie qui Pardon, il y a Julie qui te demande quelles sont les contre-indications après une plastie du LCA. Est-ce qu'il y a des contre-indications strictes? Sport ou choses comme ça. Pardon? Sport ou dans la vie de tous les jours, des contre-indications. Ah bah non. Si on opère un patient, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si on opère un patient et qu'on lui dit restez dans le canapé, faites plus rien, bah, c'est sûr qu'il va être guéri, hein, il va plus se plaindre d'instabilité. Non, si on les opère, c'est pour qu'ils reprennent leurs activités au même niveau si possible. Aucune contre-indication. Tout à fait. D'accord. C'est très clair. C'est vrai. Alors, il y a Amir. Non, je crois que tu l'as posé la question. Amir qui pose le DT4 préférable ou DIDD? DIDT. Alors ça, c'est une très bonne question. C'est difficile d'y répondre. Le DT4 permet de prélever que le demi-tendineux et de le replier en 4. Le DIDT prélève les 2 tendons. Ce qu'on voit avec notamment des nouveaux systèmes de fixation, c'est que le DT4 peut être suffisant pour reconstruire la greffe intra-articulaire. Sauf qu'on le disait, on veut absolument aussi reconstruire le ligament antérolatéral. Et pour reconstruire ce ligament antérolatéral, on a besoin du DI. Donc en fait, c'est un DI-DT, mais avec une reconstruction du LCA et du plan antérolatéral. Si on reconstruit que le LCA, le DT4 est une technique tout à fait valable, avec notamment des systèmes de fixation qu'on dit endo-boutons. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la kiné après une greffe après une opération du LCA? Est-ce qu'il peut y avoir? Non. La seule chose qui est importante, c'est sur le délai. Il y a des praticiens qui laissent pendant une semaine leurs patients tranquilles. Moi, ils commencent assez vite et puis c'est très doux au départ, etc. On leur donne des beaux exercices, on essaie de réveiller un peu le vaste médial. Le délai chirurgie, début de la rééducation, ça c'est un peu à l'appréciation de chacun. Après, des contre-indications, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contre-indication à la kiné. La seule chose, c'est que parfois l'appui est contre-indiqué sur des lésions méniscales racines ou lésions radiaires. Je pense que tu as été parfaitement clair. Oui, c'était une présentation qui devait durer 30 minutes, évidemment. Ça fait 1 heure. C'est magnifique, c'est normal. Et tant mieux, c'est exactement ce qu'on attendait de toi. Je sais que tu animes pas mal de webinaires aussi, de conférences autour de ta clinique et autour de la pluridisciplinarité de ta clinique. Peut-être avoir des liens, on va peut-être les mettre pour pouvoir accéder à ces conférences, parce que qu'on soit de Bordeaux ou pas de Bordeaux, c'est toujours passionnant et intéressant d'avoir ce genre de contexte et d'informations. Alors, il y a Julie, excuse-moi, Julie qui te pose la question, pardon. J'avais appris qu'on ne devait pas bosser en chaîne ouverte au niveau du quadriceps. Oui, alors ça aussi, c'est un débat encore débattu, le principe du débat. Mais c'est sûr que sur les 6 premières semaines, on évite la chaîne ouverte. Il y a des
Il y en a qui essayent, c'est un peu à risque pour la grève. Après, ça, c'est des considérations pour l'instant qui ne sont pas encore très claires, mais la bonne attitude prudente, c'est d'éviter au début. Ouais. Parfait. Bernard? Moi, j'ai plus rien à rajouter. C'était très, très, très clair. J'ai appris plein de choses, une fois de plus. C'est le but de ces webinaires. Donc voilà, je te laisse conclure, ou je vais conclure déjà en annonçant le prochain webinaire. Non, excuse-moi, j'ai posé une question à Thibaut et en fait, je ne lui ai pas laissé la possibilité de répondre. Comment on peut avoir accès au webinaire que tu fais autour de ta clinique, enfin de la clinique dans laquelle tu travailles? Je t'avais envoyé, je crois, ou je l'ai envoyé à Bernard, le lien. Là, on en fait un jeudi qui est à destination des ostéokinés. C'est sur Zoom. Le lien, je pourrais le renvoyer, mais là, je ne l'ai pas. Donc, en tout cas, même en accédant à la clinique, peut-être il y a peut-être des… Non, il n'est pas sur le site de la clinique. Il doit être sur LinkedIn aussi. Ce qu'on peut faire, c'est que tous les gens qui se sont inscrits en fait à ce webinaire, on leur enverra le PDF que tu m'as adressé. D'accord? Super. Magnifique. Voilà, on fera ça. Donc voilà. Oui, moi je voulais juste dire que on se retrouve le 7, c'est-à-dire dans 3 jours, pour un sujet sur l'immunité et l'alimentation. Donc ce qui est très important en période de post-confinement. Donc voilà, c'était ma finalité. Merci beaucoup, merci Thibaut, ça a été top. Merci à vous. Aussi. Et on remercie tous les internautes d'avoir participé et échangé avec nous. C'est toujours passionnant d'être ensemble. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Salut. Au revoir.